Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci beaucoup pour votre présence pour la suite de cette deuxième journée du Forum Africa, l'édition 2015. Nous sommes ici présents pour un panel qui va être très intéressant. La question de l'énergie a été soulevée tout au long de la journée d'hier parce qu'elle est capitale. C'est la raison pour laquelle le Forum Africa a cru bon d'y consacrer un panel avec vraiment des intervenants qui vont certainement savoir répondre à beaucoup des questions que vous vous êtes posées au cours de la journée d'hier, si vous étiez présents, ou celles qui vont vraiment revenir à la surface aujourd'hui. Ce panel va être modéré par Maître Pierre Boivin. Il est associé au bureau d'avocats McCarthy-Tétrault. Il est responsable national de l'initiative Afrique. Il agit à titre de vice-président de la section Afrique de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole également. Et il est également vice-président du conseil d'administration du Conseil canadien de l'Afrique. Donc c'est un intervenant qui sait de quoi il parle lorsqu'il est question du continent africain. J'aimerais vous préciser également qu'il y aura sur ce panel, comme vous pouvez le constater, il y a un fauteuil vide. Il y aura la présence de M. Thierno Alassane Sall, qui est ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables du Sénégal, qui vient nous rejoindre dans quelques instants. Mais pour commencer, dès maintenant, j'invite Maître Pierre Boivin à faire l'introduction. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue au panel sur l'énergie, le point de départ. Je vais me permettre de reprendre la formule de Jean-Louis Roy d'hier midi. Nous avons plusieurs dignitaires parmi nous aujourd'hui et nous les saluons tous à la fois. J'ai le grand plaisir d'agir à titre de modérateur de cette session et pour commencer, pour mettre la table, la prémisse de tout lancement de projet industriel consiste à s'assurer de l'accès à une capacité énergétique suffisante. Sans cette capacité énergétique, il ne peut pas y avoir réelle création de richesses ni industrialisation. Comme entrée en matière, permettez-moi de vous faire rapidement part de certaines statistiques qui parlent d'eux-mêmes. À l'heure actuelle, il y a 600 millions d'Africains qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Ça représente plus de 50% de la population africaine. De plus, en 2025, il est prévu qu'il y aura une personne sur 4 dans le monde qui sera africaine, soit 25% de l'humanité. Enfin, il est prévu que la population africaine, d'ici 2050, pourra se retrouver autour de 2,4 milliards de personnes. Regardons maintenant une illustration de ces chiffres à partir de 3 diapositives. La première diapositive ici, il s'agit d'une illustration du nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité par pays en Afrique. Si vous regardez, la couleur Bourgogne représente les pays où plus de 75% de la population n'ont pas accès à l'électricité. La couleur rouge représente les pays où entre 50 et 75% de la population également n'ont pas accès à l'électricité. Vous constaterez que les besoins en énergie à l'heure actuelle sont immenses. Ainsi, sauf le nord de l'Afrique et l'Afrique du Sud, une grande majorité de la population dans les pays qui sont situés au centre n'ont pas accès à l'électricité. Les chiffres à l'intérieur des boîtes jaunes que vous voyez possiblement pour chacun des pays illustrent le nombre en millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. À titre d'exemple, en 2012, 93 millions de personnes au Nigeria et 70 millions de personnes en Éthiopie n'avaient pas accès à l'électricité. Dans le même ordre d'idée, la deuxième diapositive représente la répartition de la consommation d'énergie sur le continent africain, qui est, pour les fins de l'illustration, découpée en 5 parties. Vous constaterez un petit peu à la lumière des chiffres de la première diapositive que plus de 80% de l'énergie consommée en Afrique, lorsqu'on prend le nord et le sud, est consommée dans ces régions. Troisième diapositive, nous savons également que l'Afrique connaîtra une croissance démographique spectaculaire reliée au taux de fertilité élevé. Mais il faut noter qu'en plus, cette même zone dans le milieu de l'Afrique, que vous voyez en vert sur la diapo, où peu de gens ont accès à l'électricité, est également l'une des zones dans le monde où la population est le plus jeune.
Cette génération n'a pas connu le téléphone filaire, ou comme on dirait au Québec, ils n'ont pas connu les poteaux de téléphone. Ils sont passés directement au téléphone cellulaire. Qui dit jeunesse dit consommation, qui dit consommation dit également augmentation des besoins en énergie. En quoi cela peut se traduire? L'électricité, des milliards de dollars à faire. Prochaine illustration. J'en profite pour attirer votre attention sur la première page du magazine Afrique Expansion. Coïncidence, Afrique Expansion est également l'organisateur du Forum Africa. Mais j'attire votre attention parce que l'image est quand même frappante au niveau des opportunités qu'il y a justement en Afrique. Il s'agit en fait d'un article qui est une entrevue avec M. Jean-Louis Borloo, qui fait état de la création d'un organisme qui s'appelle la Fondation d'énergie pour l'Afrique, et qui fait état d'un ambitieux projet, électrifier le continent africain à l'horizon 2025. Leur ambition, une fondation qui souhaite la mise en place d'une subvention de 5 milliards de dollars par an pendant 10 ans. Bien entendu, les chiffres qui sont exposés démontrent l'ampleur du défi de l'électrification de l'Afrique. Par contre, il s'agit également d'une opportunité à saisir. L'Afrique semble être dans la bonne direction quand on entend parler d'ouvrages hydroélectriques gigantesques, tels que le barrage Inga ou le barrage Renaissance, mais il reste beaucoup à faire. De quelle façon les pays africains s'organisent-ils pour combler leur déficit énergétique? Quels impacts sur les économies nationales ont les projets récemment réalisés ou en cours de réalisation? Quelles sont les possibilités d'investissement dans le secteur énergétique africain? Voilà quelques questions auxquelles nos panélistes tenteront de répondre. Alors, permettez-moi, sans plus attendre, de vous présenter les panélistes de cette session. Compte tenu que les biographies détaillées de ceux-ci sont dans les brochures qui vous ont été remises, je vais quand même y aller avec une version abrégée. En fait, nous attendons la présence de M. Tirno Alassane Sall, qui est le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables du Sénégal. Et le deuxième présentateur, qui maintenant en devient le premier, immédiatement à ma gauche, Dr Hamidou Mamadou Abdou, associé et vice-président responsable de Ciment International. Il a près de 30 ans d'expérience dans la planification et l'exécution de projets d'ingénierie et d'appui institutionnel. Il sera suivi de Hugo Landry-Tolschuk, directeur des opérations chez Windiga Energy depuis la fondation de cette société. En plus de voir à l'ensemble des opérations de l'entreprise, il est responsable du développement des projets. Un grand voyageur. André Larocque, présentement basé à Dakar, Sénégal, il agit à titre de Regional Transaction Advisor pour l'initiative Power Africa dans la région Afrique de l'Ouest. Il cumule près de 20 ans d'expérience dans le financement corporatif, dont plusieurs années dans le financement de projets d'infrastructures en énergie. Enfin, un peu comme le quatrième coureur dans une course à relais aux Jeux olympiques, Abel Didier Tella, directeur général de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, qui compte 56 membres actifs dans 45 pays africains, ainsi que 20 membres affiliés et associés en Afrique et en Europe, avec son siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors, sans plus tarder, j'invite le docteur Abdou à prendre la parole. Merci. Merci. Bonjour, je salue tout le monde, comme dit Jean Leroy. Lorsque Forum Africa, Afrique Expansion m'a invité à participer à ce panel, le thème qui m'a été proposé, c'est comment est-ce que les projets que vous réalisez en Afrique, en énergie, ont amélioré le bien-être des gens. Bien entendu, lorsque la question m'a été posée de cette manière, c'est en pensant à l'ingénieur conseil, qui est dans la réalisation de ces projets, qui est dans l'accompagnement des promoteurs, des clients, et également qui prend le pouls des populations, leurs préoccupations lorsqu'il s'agit d'implanter un projet. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec... J'ai rien appuyé.
Alors, évidemment, lorsqu'on parle d'énergie, pour nous ici, dans des pays avancés, développés, c'est très évident que sans énergie, pratiquement ce serait le chaos. Dans des coins reculés qui n'ont jamais connu l'électricité, le fait d'amener la lumière, c'est un grand changement. Et la lumière fut. Alors, pour moi, c'est évident que le fait d'implanter un projet énergétique, d'apporter l'énergie, d'apporter l'électricité, améliore certainement les conditions de vie des gens. L'énergie est omniprésente dans nos vies, dans toutes les activités que nous menons. L'énergie est dans les activités économiques. Dans les pays où on intervient, il est dans tous les secteurs, éducation, santé. Et tout projet, que ce soit énergétique ou non, il faut regarder comment on peut maximiser l'impact pour que ça atteigne le maximum de personnes, que l'impact soit le plus positif possible. Alors, c'est dans ce sens que les projets énergétiques qui nous sont confiés, notamment la production ou le transport et la distribution, les clients, nous les accompagnons pour maximiser justement les retombées, aller au fond des choses pour savoir les besoins et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette énergie pour que ça ait un effet multiplicateur dans le développement économique de ces régions, de ces pays. Et de quelle manière? C'est surtout par une approche partenariat, parce que c'est des projets qui coûtent cher, c'est des projets qui concernent beaucoup de gens, et c'est des projets dont les acteurs, chacun a une mission, c'est de faire de ça un succès. Évidemment, l'approche participative, c'est d'amener tous ces intervenants, tous ces acteurs à y contribuer, à prendre en compte leurs préoccupations. Et ne serait-ce que, par exemple, lorsqu'on parle de construire une ligne électrique, une ligne de transport, il y a des populations qui vont voir la ligne passer, mais n'ont pas l'électricité. Et la ligne va passer à côté de leur village, au-dessus même des fois de leur case, mais ils n'ont pas l'électricité. Mais de plus en plus, les approches que nous avons, c'est justement, et surtout les gouvernements qui sont nos clients, c'est de tenir compte de ces populations, notamment et trouver le moyen que, malgré la puissance élevée du passage de l'énergie, qu'il y ait quelque chose qui soit laissé à ces populations et qui voit passer les grands courants d'énergie. Évidemment, l'énergie, comme on a dit, est omniprésente dans toutes les activités économiques. C'est comme un cycle où le fait de la présence de l'énergie permet le développement d'activités économiques et ainsi de suite. Les activités économiques créent la demande et avec les ressources qui sont présentes dans ces pays, et pas seulement les énergies traditionnelles qu'on connaît, mais beaucoup maintenant d'énergie renouvelable. Et ça attire des promoteurs privés, ça attire des investissements publics, ça permet de les justifier pour que justement, aujourd'hui, on voit des grands projets qui, il y a peut-être une dizaine d'années, n'étaient pas viables économiquement, mais aujourd'hui peuvent se justifier
et trouvent des financements. Dans le développement des ressources énergétiques, je disais tantôt, il y a une grosse part d'énergie renouvelable. Nous pensons que, au-delà des grands projets, tantôt quelqu'un parlait d'Inga, il y a moyen aussi de développer des projets locaux, notamment par la petite production, pour satisfaire des besoins locaux. Et des productions bien pensées qui permettent de rendre autonome le développement de ces localités, sans pour autant que ça demande de gros investissements. Évidemment, les ressources abondantes comme Inga peuvent être vues dans le cadre du développement régional, mais de grosses ressources demeurent encore disponibles pour être mises en valeur dans une vision de développement local. Dans ce sens, il faudrait absolument que les gouvernements mettent en place des systèmes ou des structures ou des réformes qui permettent justement d'attirer des investisseurs et qui peuvent trouver rentable ou justifiable d'apporter leurs investissements directement dans ces infrastructures de production d'énergie, de transport ou bien de distribution. À titre de quelques exemples, des projets que nous avons réalisés dans plusieurs pays en Afrique, des projets en production, et en transport, en distribution, et certains de ces projets sont des projets développés par des promoteurs privés, qui peut être une voie justement pour les gouvernements africains d'aider à mettre en valeur leurs ressources et également tout en soutenant l'investissement public dans le secteur de l'énergie. Voilà, sans aller au-delà de mes 15 minutes, j'épargne quelques minutes pour le prochain. Du point de vue de notre film Ciment International, qui a participé dans la réalisation de beaucoup de projets, qui est impliqué dans pas mal de projets, notamment dans cette vision que je dis régionale et locale. Je vous remercie. Merci, Dr Abdou, pour votre présentation. Alors, mesdames et messieurs, nous allons avoir une entrée, disons, appréciée. On m'informe que M. le ministre Sall arriverait littéralement directement de l'aéroport. Est-ce qu'on... Oui, si vous pouvez aller le chercher, s'il vous plaît. Ah, vous étiez là. Bonjour. Je m'attendais à une entrée spectaculaire plus hollywoodienne avec les portes qui ouvrent. Et on va juste vous dire, M. le ministre, qu'on apprécie énormément parce que vous n'avez pas eu très peu de temps. Vous êtes littéralement arrivé directement de l'aéroport et votre dévouement pour vous rendre au panel est fort apprécié. Merci. Alors, j'inviterai maintenant le prochain conférencier, M. Landry Kolchok, à se joindre à nous. OK. Bonjour tout le monde. Je me présente, Hugo Landry-Kolchok, directeur des opérations de Windiga Énergie. Je vais vous parler un peu de notre société, mais aussi du côté, si on veut, privé du développement de projets en énergie. On est, depuis 2010, dans le fond, on est un offshoot d'une compagnie minière. Et puis maintenant, depuis 2010, on fonctionne en tant que développeur, propriétaire, opérateur de centrales. En Afrique, principalement en Afrique. Et puis, je vais en parler un peu plus de comment on fonctionne là, dans la prochaine diapo. Ça fait plusieurs années que nous et nos dirigeants sont présents en Afrique. On a au-dessus de 500 millions de dollars d'investis avec nos investisseurs en Afrique. Et présentement, on a environ une centaine de mégawatts en Afrique en projet en développement ou en projet de construction.
Donc, nous, comme je disais, on est propriétaire, développeur, opérateur de centrales. Donc, on est un peu différent, dans le fond, de certains. On développe des projets Greenfield, donc ça veut dire on a une idée, on est promoteur, et ainsi de suite. Mais après, on ne cherche pas à vendre le projet. On est investisseur en grande majorité, jusqu'à 100% des projets, nous-mêmes. Donc, quand on signe un contrat d'achat d'électricité pendant 25 ans, on est capable de dire avec confiance à la société d'État, on ne cherche pas à faire... notre coût d'argent n'est pas fait à la signature du contrat ou à la livraison de la centrale. Nous, on va faire de l'argent en vendant de l'énergie. Donc, on s'assure de pas que nous et que la société d'État ne soient pas juste contentes quand la centrale est construite, mais tout au long de la durée du contrat. Donc, il faut encore que ça soit bon dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, jusqu'à 25 ans, dépendamment la durée du contrat. Donc, pour nous, on pense que ça, c'est un aspect important. L'autre aspect, pour nous, quand on parle du développement de l'énergie en Afrique, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les sociétés d'État d'énergie ont des ressources limitées. Donc, ça veut dire pour nous, la manière qu'on voit le développement, c'est que la production vienne du privé, donc construire les centrales, produire de l'énergie vienne du privé, et puis que les ressources utilisées des sociétés d'État soient utilisées pour faire de la distribution, pour faire des branchements, pour faire des éléments comme ça, et puis un peu se retirer de la portion production d'énergie, parce qu'on pense que cet aspect-là peut être beaucoup plus commercial, même aujourd'hui en Afrique. Donc, nous, une fois qu'on a nos contrats et puis qu'on finance les projets, on cherche quelqu'un comme CIMA ou un autre entrepreneur général pour construire, et des fois, on se prend un opérateur aussi, mais on est propriétaire. Puis, un des autres éléments qu'on fait, c'est qu'on s'assure de faire les bénéfices régionaux. Je pense que M. CIMA a bien expliqué. On le voit souvent, il y a une centrale de construite, des lignes électriques passent en haut des villages, et puis ces gens-là n'ont pas d'électricité. Pour nous, ça, on trouve ça un peu compliqué ou un peu difficile, et surtout pour la pérennité du projet. Donc, un des éléments qu'on fait dans notre CSR, dans notre RSE, c'est qu'on essaie d'intégrer des programmes où est-ce qu'on va électrifier ces gens-là. Je vais parler d'un de nos projets au Burkina Faso qu'on est en train de compléter en ce moment, où est-ce qu'on branche les villages environnants. Et nous, dans le fond, les bénéfices régionaux, c'est de ça qu'on parle. Non seulement est-ce qu'on amène l'énergie sur le réseau, mais on s'assure que les gens, en dehors des compensations et les aspects normaux environnementaux, que les gens locaux en bénéficient. Je vais parler un peu, nous, ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille dans le secteur, puis ce qu'on voit pour la réussite, je pense André avec Power Africa va en parler un peu, mais nous, ce qu'on voit pour qu'un projet privé de production fonctionne en Afrique, il faut qu'il y ait une volonté politique importante. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les lois, il faut qu'ils soient là, les lois et les textes d'application, il faut qu'ils soient là, il faut que la loi fiscale soit adaptée, parce que tous ces éléments-là, si on veut, affectent le temps de développement, et puis affecte aussi le prix du kilowattheure. Puis je vais en parler un peu plus du prix du kilowattheure, parce que ça demeure un aspect très important aujourd'hui, le prix de cession ou le prix du kilowattheure. L'autre aspect, c'est qu'il faut que le politique et aussi l'institutionnel, dans le fond, la société d'État, soient intéressés à faire de l'énergie du côté privé. Aujourd'hui, ce qu'on voit, on parle à n'importe quel ministre dans n'importe quel pays, puis on leur dit « on va faire de l'énergie privée chez vous », ils disent oui. Quand on arrive, on dit, OK, ça va prendre un appui, soit une garantie souveraine ou une garantie de l'État en fonds de PRG, ça va prendre des conventions d'investissement, vous allez être obligé de... on leur liste tous les aspects qui sont nécessaires aujourd'hui pour financer un projet. Là, rapidement, on ne reçoit plus les appels. Donc, ça, c'est un aspect aujourd'hui qu'on travaille. Et puis, dans les projets qui fonctionnent en ce moment, les États sont arrivés avec la législation, la société d'État veut avoir des producteurs privés intégrés dans le réseau, et les éléments de financement ou nécessaires au financement suivent. Quand ça ne suit pas, ce n'est pas compliqué, les projets prennent plus de temps. Nous, on est rentrés au Burkina Faso en fin 2009, et puis juste aujourd'hui, on commence à avoir les papiers puis la législation nécessaire. On a travaillé avec eux, puis c'est des éléments qu'on fait. On travaille avec eux pour mettre en place les lois nécessaires, les textes d'application, avoir les licences, et ainsi de suite. Mais vous voyez, ça a pris 5 ans de développement. Donc, ces éléments-là, aujourd'hui, le message qu'on passe aux États, c'est soyez sûr que vous avez une volonté politique, soyez sûr qu'on peut vous aider à mettre les éléments nécessaires en place pour réussir, puis reconnaissez que vous allez être obligé de garantir certains risques associés au pays.
Parce que comme qu'on va voir aujourd'hui, puis j'ai mis un peu pourquoi les rendements sont si élevés, aujourd'hui, la réalité, c'est que la plupart des sociétés d'État font faillite. Ou ils sont en faillite, ou en faillite technique, ou ils n'ont pas d'argent pour payer. Donc ça veut dire, et puis il y a certains pays aujourd'hui que c'est plus compliqué. On voit, il y a eu une longue stabilité au Burkina Faso, et puis dans les dernières années, comme qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Donc tous ces éléments-là font en sorte que l'État doit prendre ces éléments-là et ces risques-là sur eux. Ça veut dire qu'on demande des garanties souveraines, on demande des lettres de crédit endossées par l'État, on demande qu'ils prennent le risque de force majeure politique, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, je pense que c'est pas nécessairement bien connu jusqu'à temps qu'on arrive dans les détails. Et puis, c'est là que souvent, les projets prennent plus de temps à se développer parce que ce qu'on voit à date, c'est que les États ne sont pas nécessairement prêts. Ils ne savent pas. Et puis, quand on leur explique, ils ne sont pas nécessairement prêts à assumer ces risques-là. Puis je parle des rendements, puis c'est peut-être pas bien écrit, ça devrait être pourquoi les taux d'électricité sont si chers. Un autre des éléments qu'on entend souvent quand on négocie le prix, c'est par exemple dans le solaire, parce qu'on est beaucoup dans le solaire. En Allemagne, ils font à 8 sous, ou en Afrique du Sud, ils font à 9 sous. À telle place, ils font à 12 sous. Pourquoi vous nous dites ça va être 15 sous, 16 sous, 17 sous, 18 sous? La réponse, c'est parce qu'il y a un risque associé. Hein. Si on voit aujourd'hui, puis j'ai un peu listé, je ne passerai pas à travers, mais juste les taux de dette. Aujourd'hui, on regarde les taux de dette, puis là, je parle des banques de développement, parce qu'il n'y a aucune banque commerciale aujourd'hui qui sont prêtes à venir à des prêts à long terme dans les pays où est-ce qu'on travaille. Il n'y a pas de Natexis, la SocGen, la Banque nationale. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est prêt à donner un prêt de 10, 15, 20 ans à des taux d'intérêt raisonnables dans les pays où est-ce qu'on travaille. Donc déjà là, on se retrouve vers les guichets privés des bailleurs de fonds. Et les guichets privés des bailleurs de fonds sont environ entre 4 et 9 % de taux d'intérêt. Aujourd'hui, si on fait un projet d'infrastructure, on le fait à beaucoup moins que ça. L'autre aspect, c'est qu'il faut comparer aussi les rendements demandés par l'équité, par les gens qui prennent le risque des fonds propres. Aujourd'hui, un projet d'infrastructure au Québec ou en Amérique du Nord, les rendements sont entre 8 et 12 % les projets d'infrastructure normales. Et donc, on ne peut pas s'imaginer qu'on va être en dessous de ça dans les pays, dans les pays où est-ce qu'on travaille. Donc, tout ça ajouté ensemble, ça fait que si on peut faire un projet, si on veut, sur un cost of funds qui ressemble à peu près à 6, 7, 8 %, quand on regarde en Afrique, les cost of funds sont le double. Hein, c'est pas compliqué. Et puis les taux de rendement qu'on demande sont de 16, 15, 16 jusqu'à 23, 24, 25 %. Et les projets qui fonctionnent en ce moment, les contours globaux, les projets au Kenya, ainsi de suite, c'est les taux de rendement qu'ils font. Hein? Les projets qui ne fonctionnent pas, ou les projets qui prennent longtemps et qui ne se financent pas, c'est parce que les rendements ne sont pas là. S'il n'y a pas de rendement, il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas de financement, donc il n'y a pas de projet. Donc, pour nous, ça, c'est un élément. Puis, évidemment, tout ça, ça fait que le coût d'électricité est plus cher. Donc, pourquoi aujourd'hui, au Ghana, même si ça fait longtemps qu'ils ont 20 cents de feed-in tariff en solaire, là, maintenant, il est rendu à 18 sous, qui serait extrêmement bon en Europe ou en Amérique du Nord, ils n'ont toujours pas de projet. Je pense que le Sénégal, ça fait... en 2013, on lancé un appel d'offres. Il y a eu beaucoup de répondants. Il y a eu 9 personnes de retenue. Toujours aujourd'hui, on n'a pas de projet. La Côte d'Ivoire a fait un appel d'offres. Il y a des gens qui ont été retenus. Aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas de projet. Le Rwanda, par contre, où est-ce qu'ils ont décidé d'aller en gré à gré, où est-ce qu'ils ont négocié avec une société norvégienne. Ils se sont entendus sur ces bases-là. Ils ont eu un financement de la SFI. Eux, ils ont mis leurs fonds propres. Et puis une année et demie plus tard, ils ont une centrale de 10 MW. Donc, je pense que l'Afrique du Sud a fait la même chose. Aujourd'hui, ils sont à 8 cents, mais si on regarde les projets qui se sont faits au début, l'État a décidé de mettre le prix. Donc, les premiers projets sont sortis à 28 centimes d'euros. Et puis maintenant, on est rendu plus bas parce que le risque associé, les banques locales, les instituts se sont mis dedans. Puis maintenant, on arrive avec des prix plus bas. Mais pour commencer, il faut que les rendements soient là pour les investisseurs. Sinon, le reste du projet, ça ne fonctionne pas. Je vais vous parler là maintenant d'un des projets on est en closing financier avec la SFI et puis une banque anglaise qui s'appelle le Emerging Africa Infrastructure Fund. C'est un projet de 20 MW AC, 26 MW crête. On va générer environ 40 millions de kilowattheures. Notre constructeur, c'est Siemens. Et puis, on a un contrat d'achat d'électricité de 25 ans avec la Sonabel. Ça va être le premier contrat privé que la Sonabel signe. Le premier projet de l'énergie renouvelable aussi dans le pays.
Et on planifie, là, dépendamment de ce qui se passe au Burkina, on espère commencer la construction d'ici la fin de l'année. Et puis, début 2017, fin 2016, les premiers kilowattheures solaires privés au Burkina devraient se faire. En plus de ce projet-là, comme je disais, on est à 240 km de Ouaga. La majorité des gens ne sont pas électrifiés. Donc, on travaille en ce moment avec le gouvernement canadien, EcoWater, pour aller chercher une subvention pour faire 6 villages environnants qui représentent environ 15 000 personnes. Donc, on fait les branchements, on les raccorde au réseau de la Sonabel, on organise la COPEL, donc on va être l'opérateur, si on veut, de nom de la COPEL, et puis ces gens-là vont pouvoir avoir accès, on fait une subvention partielle des compteurs, et ainsi de suite, et on travaille avec le Fonds d'électrification rurale du Burkina pour ces régions-là, pour les villages. Donc, pour nous, ça, c'est le type de plus, si on veut, qu'on essaie de combiner avec tous nos projets. Et puis qu'on pense, là, finalement, ça va être un projet, un des premiers projets, en tout cas, privés en Afrique de l'Ouest, en énergie renouvelable. C'est tout ce que j'avais. S'il y a des questions à la fin, je pourrais répondre. Mais voilà un peu. De notre point de vue, la production d'énergie passe par le privé. Mais évidemment, il nous faut une coopération étroite avec les États et avec les sociétés d'État. Les sociétés d'État ne devraient pas nous voir comme des compétiteurs, mais plutôt comme des partenaires et puis une ressource technique et financière. Nous, on pense qu'il y a de la place pour le privé. Et puis, on est là. Merci. Alors, merci Hugo pour cette présentation que je qualifierais de transparente et pour avoir bien vulgarisé les chiffres derrière la matérialisation d'un projet. J'inviterai maintenant André Larocque à se joindre à nous. On aura une perspective différente cette fois-ci sur effectivement la réalisation d'un projet énergétique en Afrique. Merci à tous. Trahir mon âge et le fait que je suis de grand-papa depuis peu avec ses lunettes. Alors bonjour, mon nom est André Larocque, je suis le représentant de l'initiative Power Africa et plus particulièrement le conseiller technique régional pour l'Afrique de l'Ouest. Et du fait que je travaille pour une organisation américaine, je me trouve à aussi travailler dans tous les autres pays francophones d'Afrique, incluant Cameroun, Tchad, RDC et tous les autres que je pourrais oublier. L'initiative Power Africa a été lancée en 2013 par le président Obama et visait au départ le support et une assistance technique, financière et des conseils de façon à permettre aux projets en énergie de pouvoir atteindre leur closing financier et de pouvoir livrer leurs premiers mégawatts plus rapidement possible. Au départ, puis là, je pense que j'ai une... Voilà. Au départ, on est parti du principe qu'il y a 600 millions, tout comme M. Boivin l'a dit, il y a 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui n'ont pas accès à l'électricité. Et ça a mené au lancement de cette initiative-là, qui visait 6 pays focus au départ. Donc, le Nigeria, le Ghana et le Libéria dans l'ouest, la Tanzanie, l'Éthiopie et le Kenya dans l'est. Cette initiative-là a été élargie au sommet des leaders africains en 2014, où les leaders africains se sont exprimés en faveur de l'élargissement pour l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne afin de profiter des avantages de Power Africa, ce qui a été fait. La première initiative qui a été lancée a été de créer 3 nouveaux postes de conseillers régionaux, un dans l'Est, un dans l'Ouest et un dans le sud de l'Afrique. Je suis celui qui a été nommé pour couvrir l'Afrique de l'Ouest. Power Africa veut agir à titre de point focal pour galvaniser toutes les initiatives en production d'électricité visant à soutenir et les gouvernements, les utilités publiques, les investisseurs et les institutions financières dans le but d'accélérer le processus visant la mise sur pied des usines, des centrales, des parcs, afin de produire de l'énergie et visant aussi à accélérer le développement des réseaux permettant la distribution d'une énergie la moins dispendieuse possible, permettant aussi une amélioration du mix énergétique et la diminution moyenne des coûts en énergie qui, comme on le sait, produite en Afrique de l'Ouest en général par
beaucoup de centrales au pétrole lourd, pétrole qui est affecté directement par le marché mondial du pétrole et qui génère des coûts extrêmement importants. Quand on regarde de l'énergie qui est produite ici au Québec en hydroélectricité et qui coûte en moyenne 3 sous ou un peu moins que 3 sous le kilowattheure, les coûts de production en Afrique sont souvent 10 fois ce chiffre-là pour une population qui n'a pas nécessairement les moyens de payer ce type de choses-là. Donc, notre but là-dedans, c'est naturellement d'amener plus de mégawatts, de diversifier le mix et en même temps de réduire les coûts. L'objectif de Power Africa est maintenant de 30 000 nouveaux mégawatts en Afrique subsaharienne d'ici à la fin de son mandat, donc tout près de 2019. L'ajout de 60 millions de nouvelles connexions et en même temps, comme je le disais, de permettre d'améliorer les capacités de gestion de l'ensemble des acteurs du secteur électrique, que ce soit gouvernemental, institutionnel, institutions financières et IPPs qui auraient besoin de nos services. Qu'est-ce que le modèle Power Africa veut faire? Elle propose une assistance comprenant des petites subventions, un support technique, une assurance au niveau de la mitigation des risques politiques, un support au niveau de la préparation de projets et d'études de préfaisabilité, des supports en négociation avec les gouvernements, une initiation de réformes réglementaires et institutionnelles. On est environ une centaine de spécialistes qui travaillent pour Power Africa en Afrique, en Afrique subsaharienne et qui se déplacent partout de façon à pouvoir couvrir à peu près tous les besoins que le secteur peut amener en termes et qui visent l'implantation de nouveaux mégawatts et l'implantation de nouvelles lignes de transmission sur le secteur. Ce qu'on fait directement pour les investisseurs privés, on va les appuyer au niveau du support de montage des dossiers de recherche-financement, évaluation économique et financière et de l'assistance technique. Au niveau des institutions financières, on va faire la compréhension de projets. Ces gens-là n'ont pas tous des compréhensions au niveau du secteur énergétique qui, pour certains, est encore une bébite un peu particulière. On va former ces gens-là et on va les sensibiliser à une meilleure évaluation du risque, leur permettant de s'impliquer de plus avant dans des projets en énergie. On va aussi supporter les gouvernements en appuyant des réformes institutionnelles et réglementaires visant l'implication du secteur privé. On va fournir des appuis particuliers au niveau légal. On va fournir des appuis au niveau de gestion des processus. On va appuyer aussi les projets d'électrification rurale et le développement d'initiatives nationales lorsqu'un gouvernement veut lancer une nouvelle façon de développer l'énergie qui est peu connue en Afrique. On va parler entre autres de la biomasse et du biogaz, qui ne sont pas encore des méthodes. Power Africa va s'impliquer dans le financement de ces initiatives-là et éventuellement le financement des projets. Au niveau des utilités publiques, on va parler de capacity building au niveau de l'évaluation des projets financiers, économiques, techniques, support aux négociations des contrats d'achat d'électricité, support aux négociations des garanties gouvernementales, la formation au niveau technique et de gestion de l'ensemble des acteurs, des ministères et des groupes qu'ils désirent. Tout ça visant, encore une fois, à amener plus de mégawatts, à les amener moins chers et en permettant d'améliorer le mix énergétique de ces régions-là qui en ont grandement besoin. Le modèle Power Africa va supporter 3 niveaux. Le premier, c'est le conseiller en transaction. Dans l'Afrique de l'Ouest, c'est moi, l'Afrique francophone. Mais comme je vous disais, on est une quinzaine de Transaction Advisors et on a une soixantaine en plus de conseillers spéciaux qui sont attitrés à des réformes institutionnelles, réformes réglementaires, secteur du gaz, bioénergie, géothermie. Tous des gens qui, lorsqu'un projet, une transaction se dessine dans un pays quelconque, vont se développer et vont se déplacer pour appuyer soit le gouvernement, soit l'investisseur ou encore l'utilité publique dans l'établissement d'un fast track, d'un processus qui va permettre à faire en sorte que ces mégawatts-là s'installent plus rapidement sur le marché. On va offrir aussi un support aux études. Support aux études en termes de préfaisabilité, faisabilité environnementale, sociale, à tout projet qui en fait la demande et qui respecte les critères de Power Africa. On va se permettre de financer des études, que ce soit par subvention ou par financement direct bancaire, de façon à permettre de réduire les coûts de développement des projets pour les IPP ou encore
supporter un gouvernement qui veut lancer une initiative en termes d'appel d'offres et qui aimerait justement arriver avec une solution intégrée ou permettre au IPP d'embarquer plus rapidement dans la construction de son projet. Donc, on est prêt à financer des études préalables à tout ça et, ce faisant, accélérer encore une fois la mise en place de ces mégawatts-là. On va aussi offrir un support au financement. Power Africa, au travers de il y a une centaine de partenaires stratégiques qui ont signé des ententes avec Power Africa, dont la Banque mondiale, IFC, la Banque africaine de développement, et j'en passe. Comme je vous dis, on est une centaine, qui ont commis en tout 30 milliards de dollars US à investir dans le secteur de l'énergie en Afrique subsaharienne. 30 milliards US, c'est beaucoup d'argent, et il en reste pas mal à dépenser dans les 3 prochaines années. Donc, il ne faut pas s'en gêner. Power Africa offre, puis là, c'est très petit, un toolbox, c'est-à-dire un document qui va vous permettre, lorsqu'il y a un projet à lancer, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'IPP ou l'institution financière ou l'utilité publique, de voir sous quelle forme de mécanisme le projet ou l'intérêt qu'elle a pourrait être supporté par Power Africa. Donc, on fournit cet outil-là qui permet un diagnostic rapide et de voir de quelle façon Power Africa peut les aider. L'engagement des donneurs, bon, je parlais de la Banque mondiale, je parlais de la Banque africaine de développement et du gouvernement suédois qui se sont engagés chacun pour des sommes supérieures à 1 milliard de façon à promouvoir le secteur de l'énergie et nous permettre, chez Power Africa, d'atteindre nos buts. Les accomplissements jusqu'à date, dans la première année et demie du projet, 4100 mégawatts ont été mis sur le marché suivant des interventions significatives de Power Africa. Et on a toujours un pipeline de 16 000 mégawatts actuellement en cours de projets qui devraient voir le jour, on l'espère, dans un avenir rapproché. Comme vous le voyez, on est à environ les 2/3 de notre objectif. Il reste encore de la place. Et tout projet, qu'importe, parce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est une initiative américaine, mais je supporte moins de projets américains actuellement que de projets européens, canadiens et même asiatiques, Moyen-Orient. C'est pour tous les promoteurs, qu'importe l'endroit d'où ils viennent, en autant que leur but est toujours d'ajouter des mégawatts et d'ajouter des connexions sur le marché. Mes coordonnées, pour ceux qui auraient des projets en Afrique de l'Ouest et ou dans les autres pays francophones, ça me fera plaisir de pouvoir discuter avec vous et de voir de quelle façon Power Africa peut vous appuyer dans vos projets. Merci. Alors, comme on dit, la porte est grande ouverte. Merci à André pour cette présentation. Et je dois dire que c'est avec un brin de fierté que je remarque que quelqu'un qui a fait carrière au Québec comme ça joue un rôle si important auprès de Power Africa en Afrique. J'inviterai maintenant M. Tella à se joindre à nous. Excellence, Monsieur le ministre, Messieurs les ambassadeurs, je vais utiliser la formule pour gagner du temps. Chers invités à vos rangs et grades respectifs, quand Mme Gerba m'a parlé de ce forum lors des assemblées annuelles de la BAD à Abidjan en mai dernier, je n'imaginais pas du tout ce que ça devait être. Et je ne regrette pas d'être venu à ce forum. Et je remercie donc les organisateurs pour cette réflexion ensemble pour aller vers l'Afrique, un continent. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit. Pour ce qui me concerne, je parlerai donc de tout ce dont nous avons entendu parler depuis hier, des problèmes et de ce qui se fait. Je commencerai d'abord par ce que c'est que l'ASEA. Je ne répéterai pas tout ce qui est du potentiel énergétique africain. Je passerai rapidement sur les réformes du secteur et les opportunités d'affaires. L'ASEA, donc, c'est l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique. C'est la nouvelle appellation donc, de l'Union des producteurs, transporteurs, distributeurs d'énergie électrique en Afrique. Cette appellation, nous l'avons adoptée depuis 2012. Et l'UPDA a été créée en 1970
dans le souci de répondre aux problèmes qui sont posés aux sociétés d'électricité au lendemain des indépendances, la reprise en main de réseaux embryonnaires laissés par la colonisation, le manque de cadres africains et je voudrais, avec votre indulgence, saluer la mémoire du président fondateur, malheureusement décédé en août dernier, qui va être inhumé le samedi, Feu Conan Lambert, PDG de EECI, donc, qui a été vraiment à l'origine de cette initiative. Je dirais que l'ASEA poursuit le but de promouvoir le développement et l'intégration du secteur électrique africain par les interconnexions de réseaux, l'échange d'expériences et la mise en commun des ressources énergétiques dont je parlais. La vision, c'est d'être le vecteur principal de la réalisation de l'accès à l'énergie pour tous les peuples d'Afrique dans les années à venir. Et notre mission est de rassembler les sociétés africaines d'électricité et les parties prenantes en vue de rendre l'énergie électrique plus accessible, abordable et fiable pour les populations africaines. Nos valeurs fondamentales, intégrité, transparence, responsabilité, excellence et confiance. Je ne vais pas trop rester sur l'ASEA. Aujourd'hui, nous comptons 56 membres dans 46 pays africains. Vous me direz pourquoi tous les pays? Parce que certains pays en conflit, tes membres sont sortis, il faut renégocier, mais les sociétés membres actifs sont 56. On n'a plus d'une société des fois membre dans certains pays parce que à cause de ce dont je vais parler, des réformes qui ont créé plusieurs sociétés. À l'origine, c'était les sociétés nationales. Le secteur électrique africain, l'Afrique est le continent des paradoxes. Je dis souvent que c'est un géant minier et un nain électrique. Donc, l'Afrique regorge de 10% des réserves du potentiel mondial en hydroélectricité, seulement 8% exploités. 8% des réserves mondiales en pétrole. Il est plus facile aujourd'hui de citer les pays africains qui n'ont pas de pétrole que ceux qui en ont. Parce que chaque année, il y a toujours de nouveaux pays qui découvrent des gisements. Il y a, dans cette réserve, il y a 36% en Libye et 28% en Nigeria, 7% de réserves de gaz, vous savez, Nigeria, l'Algérie. L'uranium, on n'en parle plus. Il y a encore de nouveaux pays qui découvrent de l'uranium. Et le gisement éolien, 29%, 15% du potentiel géothermique. 4% des réserves de charbon, donc 92% en Afrique australe seulement. Le plus grand potentiel solaire mondial est une réserve importante de biomasse. Donc, d'année en année, on découvre de nouvelles ressources, mais malheureusement, toutes ces ressources ne sont pas transformées en énergie moderne, sinon on ne serait pas en train de parler des problèmes depuis hier. Je donne rapidement une idée de la production. Vous voyez, vous allez voir apparaître rapidement nucléaire. La seule centrale se trouve en Afrique du Sud, exploitée par Eskom, mais n'est pas tout le temps sur le réseau. Donc, vous verrez que le gaz est en prépondérance avec les autres formes d'énergie. Le pétrole, vous me direz, ce n'est pas de l'énergie bon marché. Vous voyez la place de l'hydraulique dans ce mix. Quelques chiffres pour interpeller, beaucoup en ont parlé hier. Population et capacité. L'Afrique, toute l'Afrique, 133 gigawatts. Et regardez un peu le Canada pour sa population comparée à toute l'Afrique. L'Afrique au sud du Sahara, regardez la population par rapport à la Chine, par rapport aux autres parties du monde, pour voir que c'est des chiffres qui interpellent en matière de population, en matière de capacité installée.
Toute l'Afrique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je vais esquiver, c'est juste que l'Afrique au sud du Sahara a moins d'électricité que la Corée du Sud pour une population qui est 20 fois plus importante que ce pays-là. Et j'ai comparé tantôt la capacité de l'Afrique subsaharienne avec un pays comme la Pologne. En ce qui concerne les consommations, tout à l'heure on en a parlé, je crois Maître Boivin en a parlé au départ, c'est des taux d'électrification et de consommation très faibles. Et si on enlève donc l'Afrique, le Maghreb et l'Afrique du Sud, j'irai vite. Les taux d'électrification, vous me direz pourquoi ces chiffres reviennent chaque fois. C'est parce que la croissance démographique rapide et ce développement économique inhibe tout l'effort qui est fait. Vous avez l'impression que les taux n'évoluent pas, quel que soit ce qui est mis en place, mais en fait, pour 3 à 4% taux de croissance de la population, 5 à 6% de croissance économique, eh bien, vous êtes au même point. Les zones rurales par rapport aux zones urbaines, c'est encore beaucoup plus criard. Il n'y a que les pays du Comelec, à part la Mauritanie, qui tutoient les 100% d'électrification. Les réformes. Alors, d'abord, comme certains l'ont dit hier, le développement de l'Afrique ne peut que se penser de manière régionale, d'où l'importance des communautés économiques régionales. Donc, il fallait rapidement trouver un instrument technique pour développer le secteur énergétique, en commençant par l'électricité, qui est la forme la plus accessible moderne, dans les communautés économiques régionales. Donc, en Afrique du Nord, le Comelec n'est pas vraiment un pool, mais c'est le comité maghrébin d'électricité. L'Afrique, le South African Power Pool. Donc, au niveau, au début des années 80, il n'y avait que l'Afrique, le Comelec et le South African Power Pool qui étaient organisés. Alors, les ministres en charge de l'énergie de l'Union africaine ont rapidement contacté l'ACEA pour discuter avec les comités économiques régionaux pour mettre en place le pôle énergétique de l'Afrique de l'Ouest, le pôle énergétique de l'Afrique centrale et le pôle énergétique de l'Afrique de l'Est. Et donc, à la suite de cette organisation en pôle, où pendant ce temps était apparu déjà en ce moment le problème de performance des sociétés. Alors, rapidement, les pays se sont vus sous la pression des problèmes d'ajustement structurel et de la rue qui ne trouvaient pas satisfaction aux sociétés, de penser aux réformes. Il fallait donc augmenter la capacité de production, améliorer l'accès à l'énergie et atteindre des performances. Et donc, rapidement, les réformes sont apparues en visant certains objectifs. L'État va beaucoup plus se maintenir au centre du processus par son rôle régalien. Il faut définir des objectifs hiérarchisés, adaptés aux situations de chaque pays, avoir des choix de schémas de réforme et impliquer les projets régionaux, comme j'ai dit, développement régional. Et surtout, la régulation, la diversification des investissements. Et nous avons, en 2008, fait l'étude sur 20 ans de réformes en Afrique. Il y en a eu pour plus de 350 pages de documents. On a fait un séminaire, on s'est vu qu'il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réformes. Il n'y a que de bonnes pratiques. Et les pratiques qui ont fait bon chemin, que ce soit dans le cadre législatif, dans le cadre du démantèlement, dans le cadre de l'ouverture du secteur à la production, c'est ces pratiques qu'il faut regarder et savoir comment l'utiliser. Donc, les réformes
un recueil a été édité à cet effet. L'Union africaine en a fait une appropriation pour pouvoir donner des orientations aux décideurs pour les réformes. Je dirais que pour accélérer le développement des infrastructures énergétiques en Afrique, l'Union africaine, l'Agence de planification et de développement du NEPAD, la Banque africaine de développement, et avec toutes les communautés économiques régionales, ont développé ce que nous appelons le programme de développement des infrastructures en Afrique, qui est une plateforme où tous les projets en cours ou les projets qui peuvent sortir l'Afrique des plans dont nous parlons ont été mis en place, ont été mis ensemble et fait endosser par les ministres en charge de l'énergie, c'était en décembre 2012, et par les chefs de l'État. Mais cela ne veut pas dire que ces projets ont des financements. Il faut encore savoir comment mobiliser le secteur privé, parce que la nouvelle politique de la Banque africaine de développement en matière d'énergie, c'est comment inclure le secteur privé, puisque les États seuls ne peuvent pas financer durablement ces équipements. Et d'ailleurs, le secteur privé, en venant, pourrait servir de grand levier de développement. Les opportunités d'affaires. J'ai bien aimé la fin tout à l'heure, 1 milliard d'opportunités. C'est vrai que continent qui a ce potentiel, qui n'a pas su traduire en énergie moderne, qui aujourd'hui, dans plusieurs pays, a commencé par avoir une classe moyenne qui peut payer l'électricité. Nous avons confiance dans le business parce que nous avons vu le développement du cellulaire. L'Afrique a 700 millions de terminaux en service en peu de temps, et le chiffre d'affaires, non, le bénéfice des sociétés de GSM aujourd'hui va dépasser les pétroliers, parce que la plateforme est très chère, les forages sont chers, mais comme a dit un président africain, les GSM, eux, ils vendent du vent. Et c'est très cher. Donc, si nos populations peuvent payer le GSM, si ils peuvent alimenter leur prépayé dans les villages les plus reculés, l'énergie, quand on leur offre, ils peuvent payer. Donc, ce n'est pas une fin en soi que de dire que il y a pas, les Africains n'ont pas le moyen de payer l'énergie. Non, ils peuvent payer, et il n'y a que de bons projets bien ficelés pour que le coût puisse permettre de mettre en confiance le secteur privé qui est arrivé, et aussi les populations. Les réformes sont entreprises dans tous les pays africains pour améliorer la qualité de service, développer le secteur. La première réforme qui devrait être l'instauration d'une discipline de gestion du secteur qui définit et observe clairement les rôles et responsabilités des acteurs. L'option mise en œuvre est actuellement mise en œuvre dans plusieurs pays, et vous avez vu des pays comme le Nigeria qui a eu qui est en train de mettre en œuvre la réforme la plus complexe du secteur électrique africain, et peut-être l'une des plus compliquées au monde. Et tout le monde regarde le secteur électrique nigérien pour dire si ces réformes marchent, c'est qu'on peut oser, on peut privatiser des centrales, on peut avoir des distributeurs, des acheteurs d'énergie, comme à la bourse, qui n'ont pas de centrale, qui n'ont pas de réseau, qui achètent l'énergie, qui revendent. Donc, chaque pays est en train de mettre un cadre qui donne confiance à l'investissement. Nous ne parlons plus de prise de conscience sous le contrôle du ministre ici. Je sais que les ministres n'ont plus besoin d'être convaincus aujourd'hui que l'énergie est une priorité. Un ministre de l'énergie passe 85% de son temps sur la société d'électricité, afin de qu'on nous les appelons les ministres de la société d'énergie. Parce que tout son temps est consommé pour régler le problème de la société d'électricité. Et donc, la rue est pressée, le secteur économique veut de l'énergie, les investisseurs privés dans les mines veulent de l'énergie, et donc, le secteur énergétique africain est promoteur. Merci de votre attention. Merci, M. Tella.
Je retiens particulièrement, au-delà des statistiques, votre phrase que l'Afrique est un géant énergétique et un nain électrique. Nul doute que votre présentation a démontré que votre association va amener ce nain à grandir. Maintenant, Monsieur le ministre, vous allez être le dessert. Alors, on vous remercie encore une fois d'avoir fait déployer les efforts que vous avez déployés pour vous rendre jusqu'à nous. Et je vous passe la parole et je vous demanderai de le recevoir chaleureusement, Monsieur le ministre. Merci beaucoup pour ces mots aimables. L'inconvénient d'être le dessert, c'est que généralement le ventre est assez plein et que on peut faire la moue parce que le dessert qui est présenté n'est pas très intéressant. Parce qu'on est déjà assez rassasié et que l'appétit a beaucoup diminué. J'espère que ce ne sera pas le cas. L'autre inconvénient, c'est que comme je viens d'arriver en retard et que c'est mon collègue ici présent qui devait présenter, mais au vu de ce qui a été dit, je vais essayer de m'adapter un peu et de modifier tout en suivant bien sûr le fil conducteur qui est devant nous. Alors, je voudrais dire rapidement que la plupart des questions qui ont été ici évoquées sont aussi propres au Sénégal, tout en sachant que depuis quelques années, un grand nombre de solutions est en cours pour essayer de prendre à bras le corps ces problèmes afin d'offrir de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives. Je voudrais également remercier les organisateurs de ce forum pour avoir permis de montrer ce que le Sénégal va faire et je crois que les prochains jours avec le plan Sénégal émergent ainsi que les différents programmes qui sont en cours vont permettre de donner une bonne idée de ce qui est en train d'être fait au Sénégal dans les différents domaines des infrastructures et en particulier le domaine de l'énergie. Enfin, me trouvant ici à Montréal, ville de l'aviation civile qui a été mon métier de base pendant plus de 20 ans et qui a permis de voir, parmi les premières années où je venais ici, l'évolution rapide de l'aviation en Afrique, toutes les réformes qu'on a mises en place, passer de télécommunications par des réseaux de télécommunications qui étaient très, très embryonnaires, de pauvre qualité, à des réseaux par satellite, où la plupart des pays aujourd'hui offrent des qualités de services de dimension assez internationale, je vais dire. Je ne désespère pas de voir la même évolution dans un laps de temps très court être réalisée. Alors, pour ce qui concerne le Sénégal, donc, les réformes institutionnelles ont été menées depuis assez longtemps pour pouvoir aborder des perspectives nouvelles dans le domaine de l'électricité. Ces réformes concernent le cadre institutionnel. La société d'électricité aujourd'hui ne produit pratiquement plus, la société d'État ne produit pratiquement plus d'électricité. Elle produit plus de capacités nouvelles. Elle conserve les capacités anciennes, bien sûr, mais toutes les centrales nouvelles sont le fait de producteurs privés indépendants. Et sous ce rapport, nous avons déjà une expérience assez conséquente avec la plupart des points qui ont été soulevés. Je ne vois pas votre petit... La plupart, non, après je te ferai ça. La plupart des points qui ont été déjà soulevés ont trouvé quand même des solutions. Je pense que les problèmes de garantie gouvernementale, etc., ne se posent pas trop et qu'aujourd'hui, on a une offre assez diversifiée qu'on veut introduire à travers le mix électrique, centrale à charbon, centrale solaire, hydroélectrique. Par exemple, dans le domaine de l'hydroélectricité, nous avons une expérience assez riche de partage avec différents pays de la sous-région, la Mauritanie, le Mali et bientôt la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau, qui permet déjà d'intégrer dans notre réseau une partie d'hydroélectricité, mais qui va permettre, si les projets sont menés, et sous ce rapport, nous sommes très favorables à l'initiative PAO Africa ainsi qu'à toutes les autres initiatives, de pouvoir améliorer la disponibilité et l'exploitation du potentiel hydroélectrique de la sous-région. Sous ce rapport, le Sénégal en interne a des centrales en projet et d'autres qui seront construites avec donc la Guinée principalement et la Guinée-Bissau, le Mali. Également, nous avons au moins 3 projets de centrales de charbon qui connaissent des difficultés plus ou moins, mais qui ne sont pas le fait du gouvernement, fort heureusement. Et c'est là où d'ailleurs déjà souvent on parle de difficultés liées aux États africains,
Mais je peux vous assurer, en ce qui concerne l'État du Sénégal, le cadre institutionnel que j'ai brossé rapidement, y compris l'existence d'un régulateur dans le secteur de l'électricité. L'État qui joue son rôle de, j'allais dire, price broker, qui permet simplement d'être là pour que les différents acteurs puissent se mettre ensemble et offrir les garanties et les supports nécessaires. Cet État, donc, qui est très impliqué pour que les différents partenaires puissent s'entendre, qui apporte la garantie quand il le faut, qui apporte la stabilité économique, la stabilité politique, la stabilité du cadre légal et juridique. Donc, cet État n'est pas très, j'allais dire, n'est pas un acteur qui apporte des contraintes particulières. Les difficultés qu'on a sur les centrales aujourd'hui, c'est plutôt au niveau de certains actionnaires. Par exemple, pour une des centrales, c'est les actionnaires qui n'arrivent plus à s'entendre un peu sur le chemin, mais ça, c'est en train d'être réglé et je pense que bientôt la centrale va démarrer, les travaux de construction. Pour l'autre centrale, les péripéties que nous connaissons actuellement sont essentiellement également dues aux promoteurs plutôt qu'à l'État. Donc je pense que notre cadre est assez robuste parce que s'appuyant sur près d'une dizaine d'années où on a depuis ces 10 ans des IPP qui ont produit une capacité qui s'élève à peut-être un bon tiers de notre parc au jour d'aujourd'hui qui est en IPP et qui n'ont pas eu d'intervention particulière où l'État est allé en contentieux, où il y a des difficultés spécifiques. Et sous ce rapport, nous pensons que les différentes centrales charbon vont bientôt démarrer, s'ajouter aux centrales thermiques qui sont en train d'être exploitées par les producteurs privés. Et également, nous avons un important projet en centrale solaire où nous nous faisons assister par la SFI, donc pour pouvoir un peu monter le projet et pouvoir lancer les appels d'offres irrelatifs. Notre objectif étant qu'à l'horizon 2022, nous ayons un mix énergétique assez important où les énergies renouvelables joueront un rôle assez pondérant, mais bâti essentiellement autour du charbon, qui permettra de faire en sorte que le coût du kilowattheure soit très compétitif. Nous avons aussi parlé d'électrification, de difficultés d'accès à l'électrification rurale. Sur ce tableau, nous voyons, sur cette carte du Sénégal, nous voyons toutes les difficultés, effectivement, qui ont été expliquées, je présume, dans vos rendez-vous antérieurs, dans vos panels antérieurs, qui sont le propre donc des pays africains, où on voit qu'une faible partie simplement du monde rural a accès à l'électricité. La comparaison avec le secteur des télécommunications qui a été faite tout à l'heure tient bien. Je pense qu'au début, peu pensaient que le secteur des télécommunications cellulaires, que l'Afrique était l'avenir ou pouvait offrir des opportunités très conséquentes. Une des sociétés les plus importantes au Sénégal qui a des taux de rendement qui feraient rêver n'importe quelle autre société dans le monde et dans le domaine des télécommunications. Et je peux vous assurer que son taux de croissance est absolument phénoménal relativement à tous les business plans qui avaient été établis quand cette société entrait en bourse et essayait de se lancer dans les GSM. Peut-être que vous avez entendu parler de Sonatel. Je pense qu'effectivement, l'entrée de l'électricité dans le secteur rural n'est pas que pour apporter la lumière dans les villages et les maisons, comme je dis, mais c'est pour apporter de la capacité de production, c'est pour apporter des possibilités de produire mieux et autrement. Je donne simplement un exemple. Nous sommes un pays qui avons 3 grands fleuves et qui avons une volonté, on en parlera certainement au cours des autres présentations et panels à venir, qui avons une volonté d'assurer notre autosuffisance alimentaire, dans notre cas où l'Afrique a beaucoup de retard à rattraper. Et donc cette autosuffisance alimentaire sera basée sur une utilisation optimale des terres arables en procédant l'irrigation tout au long de l'année. Cela n'est pas facile en continuant dans le modèle actuel qui est basé sur des motopompes alimentées essentiellement à partir du gasoil. Donc l'importance aujourd'hui, c'est d'amener l'électricité dans les champs, de faire en sorte que l'impact, non seulement que l'efficacité et le rendement de l'utilisation des machines qui permettent d'irriguer, des motopompes qui permettent d'irriguer, soit très amélioré, parce que pour des surfaces égales, en général, on dépense 2 fois moins, au moins en électricité qu'en gasoil. 2 fois moins. Et les moteurs
électriques sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus robustes, beaucoup moins sujets à panne et à entretien périodique que les moteurs à diesel. Donc, sous ce rapport, nous avons déjà des gains de productivité assez importants qui sont là disponibles. Mais l'autre aspect, c'est d'éviter que les fluctuations des cours mondiaux de pétrole puissent impacter directement les productions agricoles. Et donc, notre autosuffisance en riz, en d'autres spéculations agricoles sera essentiellement bâtie sur la mise à disposition à bord des champs de l'électricité pour pouvoir assurer l'irrigation. Et je rappelle que le Sénégal a un potentiel assez important en matière d'irrigation puisque toute la frontière est, nord-est et nord-ouest que vous voyez est en fait une frontière qui est le cours d'eau, un cours d'eau, puisque c'est le fleuve Sénégal qui assure donc cette séparation entre le Sénégal et les différents autres pays. Et à l'intérieur du Sénégal, nous avons effectivement d'autres potentiels. En matière d'électrification rurale, je parlais aussi très rapidement des autres impacts comme l'exode de l'eau, la disponibilité de l'eau dans les villages et dans les différentes structures de production, les transformations, l'artisanat local. Tout ça aujourd'hui c'est fait à partir d'énergie qui n'est pas produite essentiellement à partir de l'électricité. Et nous voulons amener donc l'électrification. Et les questions qu'on se pose souvent, c'est que est-ce que les gens ont la capacité de payer des factures d'électricité? Moi, je vois le problème autrement. C'est pourquoi je donnais l'exemple des télécommunications qui est un exemple assez saisissant. Je dis, l'électricité va apporter aux gens une autre façon de faire les choses, une autre façon de produire, une autre façon de vivre qui va leur apporter des revenus supplémentaires qui vont permettre de payer les factures. Et c'est ce qui s'est passé avec les télécommunications parce que la possibilité d'avoir le contact avec son cousin qui est en Allemagne ou aux États-Unis ou n'importe où ailleurs, à partir du plus profond de l'Afrique, de pouvoir échanger et de pouvoir s'envoyer des informations en temps réel a permis de booster le secteur des télécommunications parce qu'il y avait de nouveaux besoins et de nouvelles réalités qui permettaient donc d'offrir un marché nouveau. Et c'est sous cette façon de voir là que nous voulons présenter un peu en disant qu'il y a des opportunités nouvelles qui sont créées pour créer de la richesse et cette richesse va permettre de faire supporter. Et sous ce rapport, nous avons un important programme d'électrification rurale qui s'appuiera sur le secteur privé essentiellement, des opérateurs privés pour réaliser l'électrification. Nous avons divisé le pays en plusieurs concessions, dont certaines sont déjà exploitées par des opérateurs privés, mais tout ça va être réévalué avec un programme d'électrification qui prendrait du temps pour en parler, mais qui permettra, nous en sommes sûrs, de faire en sorte qu'on puisse passer de 29 à 30% de taux d'électrification aujourd'hui à 60% dans les 2 à 3 années à venir. Ce programme, c'est le long à étaler ici, mais on pourrait en parler à d'autres occasions si vous le souhaitez. Donc, nous avons parlé du cadre institutionnel, du secteur de l'électricité et du secteur de l'électrification rurale très rapidement. Mais je saisis effectivement qu'un ministre de l'énergie ne doit pas être que le ministre de l'électricité. Ce que j'ai dit à nos amis de Sénélec. Les réformes, pour conclure, à mener dans le domaine de l'électricité doivent viser à construire des sociétés d'électricité très robustes, qui soient capables de tourner d'elles-mêmes, dans un cadre où il y a les opérateurs producteurs privés, l'opérateur étatique qui s'occupera essentiellement de transport, de distribution. Et même là, il y a peut-être des améliorations à apporter. Nous nous attellerons à les réaliser. Et l'État étant avec le régulateur qui est sous le parapluie du ministère, l'État étant là pour jouer un peu le rôle de régulateur et d'essayer maintenant de booster le développement de l'énergie dans les 2 secteurs dont on a parlé rapidement, comme le biogaz, les combustibles domestiques. Nous savons qu'aujourd'hui, une bonne partie des foyers africains consomment leur combustible domestique à partir de charbon de bois. COP21, c'est bientôt. Nous savons tous que d'énormes problèmes d'environnement se posent qui menacent notre civilisation en définitive et que nous avons intérêt à changer petit à petit les modes d'utilisation des combustibles. Sous ce rapport, il y a un important programme d'utilisation de combustibles domestiques qui s'appelle le biogaz, les biodigesteurs,
Cette année et l'année à suivre, nous voulons en installer 10 000 dans le Sénégal. Il y a eu un projet pilote qui a montré tout l'intérêt de ce programme qui permet à la fois d'utiliser la bouse de vache comme, j'allais dire, combustible principal. Et nous savons tous, la bouse de vache, la capacité de libération de CO2, de méthane et donc de pollution éventuelle qui est là. Donc, à travers le biodigesteur d'utilisation de la bouse de gaz, on produit non seulement du gaz pour la cuisson et les autres, le chauffage et les autres usages domestiques dans le monde rural, mais également permet l'éclairage domestique. Et dans le même temps, un fertilisant assez puissant est libéré à partir du biodigesteur pour pouvoir améliorer la productivité des champs. Il est apparu que pour un champ de mil, par exemple, l'amélioration du rendement peut être de 100%. On peut passer de 1 à 2 pour ce qui concerne les rendements dans les champs. Et donc, ce programme est un programme assez important que le gouvernement entend développer dans les années à venir pour les pousser à un niveau critique parce que nos forêts sont en train de disparaître sous nos yeux à un rythme extrêmement important. Au-delà du biogaz et des combustibles, nous allons aussi, vous le savez, que le Sénégal est un pays potentiellement producteur d'hydrocarbures. C'est l'une des bonnes nouvelles. Il y a quelques indices assez probants qui sont sous ce stade-là. Nous sommes assez réservés, assez, j'allais dire, prudents. Mais quand même, il y a des indices scientifiques assez probants pour ce qui concerne la découverte non seulement du pétrole, mais du gaz au Sénégal. Depuis plus de 10 à 15 ans, et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, il ne se passe pas d'année pratiquement qu'on annonce une découverte. Bon, parfois, c'est des découvertes qui ont laissé un goût assez amer. Mais pour ce qui nous concerne, c'est pourquoi nous sommes assez prudents, mais assez optimistes en même temps. Il y a eu à peu près 14 contrats de recherche pendant près de 10 à 20 ans, des avancées assez timides, des gens qui sont venus, qui sont retirés, mais à force de croire, certains sont restés. Et aujourd'hui, aussi bien pour le pétrole, une nouvelle phase de recherche, de forage va démarrer avec un programme assez important de 5 milliards de dollars qui va être investi. Quand on arrive à ces sommes-là et avec toute la logistique qui va être mise en œuvre, c'est qu'il y a des indices plus que probants qui sont disponibles pour pouvoir espérer aller plus loin. Au-delà, au nord du Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie, il y a aussi des odeurs, une assez forte odeur de gaz, j'allais dire, qui se dégage. Et nous entendons bien voir dans quelle mesure ces odeurs sont prometteuses pour l'avenir de notre pays. C'est dire que s'il y a, et je pense que les panels des prochains jours vont le montrer, s'il y a un pays où on peut venir sans des risques exagérés parce que le gouvernement apporte les garanties qu'il faut. Il y a GTI, je pense, Contour Global, etc. Certains en ont peut-être entendu parler, qui ont des expériences assez robustes dans les contrats d'achat et de fourniture d'énergie, où il n'y a pas eu de problème particulier. Les problèmes qu'il a pu y avoir de par le passé ont été résolus sans jamais recourir aux tribunaux et autres. Donc s'il y a un pays qui offre un cadre juridique assez stable, un pays qui offre un cadre politique assez stable, stabilité politique assez stable, où les institutions fonctionnent de manière assez correcte. Le contentieux le plus important en Afrique à résoudre, ce n'est pas les contentieux commerciaux sur la fourniture d'électricité ou autre, mais c'est surtout les contentieux électoraux. Ils ont toujours été vidés au Sénégal de la manière la plus smooth possible. Donc s'il y a un pays qui est assez politiquement stable, un pays qui offre des conditions assez agréables à vivre, c'est le Sénégal. Et ce pays vous offre aussi des perspectives et des opportunités dans le domaine des hydrocarbures qui sont assez sérieuses. Et la société d'État qui est Petrosen, qui a des parts dans tous les contrats de recherche et de production, est aussi disponible pour discuter avec tous les partenaires potentiels pour pouvoir valoriser ces parts dans les contrats à venir qui sont, je l'ai rappelé tout à l'heure, assez importants. Je voudrais conclure donc en insistant notamment sur une des questions que
tout le monde a posée ici, il me semble, qui est la question de l'électrification rurale. Oui, c'est une question importante, mais je pense qu'il ne faudrait pas l'aborder, comme je l'ai dit tout à l'heure, que sous le rapport social, où effectivement, il y a un rapport social. Il faut amener de l'électricité pour tous les citoyens. C'est aussi la vocation d'un État de faire en sorte que tous les citoyens aient accès à tous les services de base. Mais l'électricité dans le monde rural, c'est aussi la possibilité de transformer le monde rural et d'améliorer les conditions de production. Et je pense que sous toutes les statistiques qu'on a montrées, il demeure que l'Afrique reste le continent où les terres arables sont le plus disponibles. Donc c'est l'avenir du monde en ce qui concerne la production et l'humanité en train d'augmenter. Où les réserves d'eau sont aussi disponibles. Le fleuve Congo a un des potentiels hydroélectriques les plus importants, mais c'est aussi un des fleuves les plus puissants. Je parlais de 3 fleuves pour le Sénégal. Il y a beaucoup d'eau disponible. Donc, le monde rural africain est à transformer. 800 millions d'habitants, dont la plupart peuvent être mis dans le secteur de production. Et c'est de cette façon-là peut-être que nous, on voit au Sénégal le problème. C'est pourquoi on a mis en place le plan Sénégal émergent, dont vous parlera certainement plus en détail M. Mountagassi, qui est un de ces, j'allais dire, promoteurs un de ces promoteurs vedettes au niveau du Sénégal. Ça a été un plaisir pour moi de parler très rapidement devant cette auguste assemblée. Je remercie aussi les organisateurs d'avoir porté leur choix sur notre pays. Le décalage horaire et 24 heures d'avion n'ont pas permis d'avoir toutes les idées bien en place, mais la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Merci, Monsieur le ministre, pour cette présentation des plus intéressantes. Je dirais que non seulement le dessert a été excellent, mais je suis convaincu qu'il va y avoir des gens dans la salle qui vont vouloir poursuivre les discussions avec vous et prendre un deuxième dessert. Mesdames et messieurs, je veux vous dire que vous venez d'assister à la prestation du panel le plus discipliné de Forum Africa jusqu'à date au niveau du temps, ce qui devrait nous permettre de prendre, je crois, peut-être 2 questions. Et alors, je vais demander aux personnes qui vont poser les questions de s'identifier, de nommer l'entreprise qu'elles représentent. Il serait également très apprécié que les questions demeurent courtes et directes et qu'on évite les longs témoignages. Merci. Gerba Malam, président de Geram Communication, directeur de publication Africa Expansion Magazine et Africa Trade. Ma question s'adresse à tous les panélistes. Je sais que le secteur privé est important pour l'Afrique et qu'on a besoin d'investisseurs. Mais j'ai remarqué qu'il y a de cela plusieurs décennies en Afrique, les sociétés d'État contrôlaient la production et la distribution d'électricité. Et puis il y a eu la crise et le FMI et d'autres organismes et institutions internationales ont dit qu'il fallait privatiser. On a privatisé. Moi, j'étais déjà parti d'Afrique, il y avait 20 ans, aujourd'hui 30 ans. J'ai commencé à entendre des mots que je ne connaissais pas à l'époque quand je vivais en Afrique, les délestages, avec le privé. Et la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est que est-ce que dans le domaine de l'électricité, le privé est la solution? Je pose d'autant plus la question que je vis dans une province, le Québec, où c'est une société d'État qui contrôle ce domaine-là, sauf si je me trompe, qui contrôle et tout a l'air de bien marcher. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, ça ne marche pas? Pourquoi faut-il que ce soit le privé? C'est ma question. Est-ce qu'il y a un membre du panel qui... Hugo? Oui, allez-y, je vous en prie. Au Québec, ce n'est pas 100% gouvernemental, premièrement. Il y a des producteurs privés au Québec, Boralex, Energex, Kruger, il y en a plusieurs producteurs privés, premièrement, au Québec. Là. La deuxième réponse, c'est qu'il y a un peu plus d'argent pour Hydro-Québec qu'il y en a pour les sociétés d'État en Afrique, où est-ce qu'on va. Hydro-Québec est coté AA, la Sonabel, pour un que je connais bien, ou ECG au Ghana, est en faillite. Donc, ils n'ont pas la capacité financière pour installer pour financer et construire et maintenir et le réseau et des nouvelles centrales de production. Ça, c'est la réalité. Donc, nous, on dit, puis là, je suis peut-être biaisé parce que je suis un producteur privé, mais nous, on dit utiliser le levier technique et financier du privé pour venir produire
Et vous concentrez-vous sur étendre les réseaux et raccorder le plus de gens, parce que, comme le ministre le disait, les gens ont l'argent en ce moment pour payer l'électricité, il n'y en a juste pas. Il y a un manque. Donc, pour combler le manque, faites un levier avec le privé pour produire plus d'énergie et améliorer aussi le sort des sociétés d'État. Voilà. Merci. Je dirais que la question est excellente. Probablement qu'on pourrait faire un panel juste en réponse à cette question. Monsieur Tella, vous voulez ajouter quelque chose? Je dirais qu'il ne s'agit pas de remplacer un monopole d'État par un monopole privé. C'est une compréhension erronée de la privatisation. C'est pourquoi je vous dis que nous avons fait une évaluation, excusez-moi, une évaluation de toutes les réformes. Aujourd'hui, vous avez vu le schéma qui s'installe un peu partout. Il y a une société nationale de transport, parce que je vous ai dit que les États africains, beaucoup sont de dimension petite pour avoir de grosses installations rentables. Donc, c'est les interconnexions au niveau des régions qui fonctionnent. Et une société nationale de transport, une société de distribution qui peut être entièrement privée, comme la CIE en Côte d'Ivoire, et je peux en citer d'autres, et qui peut être d'abord une société d'État avec un opérateur, comme en Éthiopie et dans certains pays, pour se préparer à la privatisation. Mais le secteur de la production peut être privatisé, c'est-à-dire avoir des IPP, avoir des joint ventures, avoir des producteurs qui sont une partie appartenant une part de l'État, une part de la société, le privé. Donc, ce schéma, aujourd'hui, a l'air de fonctionner. Effectivement, le remplacement d'un opérateur étatique par un opérateur privé n'a pas aidé dans certains pays à enlever le spectre des délestages. Les délestages, c'est que ce que nous n'avons pas fait il y a 10 ans nous a rattrapés. L'Afrique, sa croissance est très rapide et il n'y a aucun État qui peut avoir autant d'argent pour investir dans les infrastructures pour suivre ce développement. J'ai dit démographique et économique. Donc, pour me résumer, le privé, oui, mais dans certains compartiments, jusqu'au moment où il est possible dans les pays. Quand vous voyez le Nigeria par sa population, par sa dimension, ce n'est pas la même chose que mon pays, le Bénin. Donc, je ne peux pas faire la réforme du Nigeria, venez l'implanter au Bénin. Mais le Nigeria a son sens. Parce que là-bas, une centrale est déjà comme tous les équipements d'un autre pays. Voilà, ça dépend des pays. Mais est-ce que ce n'est pas une idée qu'on nous a vendue, l'idée de dire que l'État va s'occuper des infrastructures, vous, l'État, vous vous occupez des infrastructures, vous laissez la distribution au privé qui vient faire de l'argent? Excusez-moi, j'ai dit la distribution peut être étatique jusqu'au moment où on peut considérer cette société comme performante. Si elle ne l'est pas, on n'est obligé pas. C'est une affaire, excusez-moi, dans le management, il y a la mentalité. Pourquoi le Maghreb est à 100% avec rien que des sociétés d'État? Et pourquoi l'Afrique au sud du Sahara est à 5% avec des sociétés d'État? Parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Il y a des pays où le privé arrive, il peut encaisser les factures, mais la société d'État ne peut pas encaisser les factures. Et c'est dans ce management des sociétés d'électricité, on retrouve un ensemble de comportements de la clientèle, parce que, excusez-moi, dans certains pays, c'est les clients les plus nantis qui sont ceux qui volent l'électricité. Moi, j'ai un langage très direct. Et le privé peut arriver à aider la société d'État à atteindre la performance. L'Éthiopie a signé un contrat sur 2 ans pour dire le privé opère et après, nous reprenons. Le Madagascar l'a fait pendant 5 ans, la société était en faillite, est devenue bénéficiaire et Jirama a repris ses installations. Donc, tous les schémas sont possibles et je vous dis, le thème seul peut constituer tout le séminaire. Merci, M. Tella. Et puis, pour clore le débat sur cette question, je demanderai peut-être à M. le ministre un dernier mot sur le sujet. Oui, merci bien. Je voudrais dire que tout d'abord, il faut se garder de croire que c'est des institutions internationales qui imposent
une façon de voir à l'Afrique, FMI, Banque mondiale. Je pense aussi ça. La preuve, c'est qu'il y a un modèle pour chaque pays quasiment. Il y a une réalité, comme vient de le dire mon prédécesseur, il y a un modèle pour chaque pays. Le Sénégal a eu l'avantage de connaître quasiment les 3 expériences. On a eu un monopole d'État, ça n'a pas été très performant. On a dit on privatise tout, production, distribution, etc. 2 ans, ça a duré, je crois. Ça n'a pas été très performant non plus. Je ne voudrais pas citer la société pour ne pas être retenu en otage ici. Mais on n'est pas très loin, disons. Hein. Et face aux difficultés qu'a connues cette société privée, parce que les privés aussi ont leurs contraintes, 2 contraintes. Il faut rentabiliser leurs investissements, et ça, vous n'y pouvez rien. On ne peut pas venir faire de l'argent pour faire du social et pour faire en sorte que tout redémarre dans le pays immédiatement. Et il faut du temps aussi pour que les infrastructures, la gestion commerciale, etc., soient changées. Puis on est allé à un 3e système qui est un système, j'allais dire, mixte, où il y a des producteurs privés et la société d'État garde le rôle sur le transport, la distribution et la commercialisation. Et là, le privé ne nous impose rien, on a un contrat avec le privé. S'il ne remplit pas les clauses du contrat, on est en droit d'aller ester en justice ou en tout cas d'arranger, de faire jouer les procédures qui sont prévues à cet effet. Le privé, sous ce rapport, a des performances et des objectifs très contraignants que lui fixe le cahier de charge et le contrat d'achat, n'est-ce pas? La société d'État également doit s'efforcer, à l'image du privé, d'améliorer ces procédures, ces modes de gestion, etc., pour atteindre les mêmes performances qu'elle a imposées au privé. Donc nous sommes aujourd'hui dans une troisième phase, j'allais dire un peu mixte, où les privés, tant bien que mal, arrivent à s'en sortir. C'est ce qui ne s'en sortent pas. Ben, on applique les clauses qui sont prévues dans le cahier de charge. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, c'est que peut-être d'autres pays connaissent d'autres situations qui sont très différentes, mais c'est une expérience assez intéressante et je pense qu'il faut quand même faire venir des privés pour moderniser je prends l'exemple du Sénégal pour ne pas dire ailleurs. Vous voyez une centrale privée, vous avez la centrale d'État, côte à côte. Vous voyez tout de suite les différences entre beaucoup de choses. Il est important d'avoir, ne serait-ce qu'à titre de benchmark, un privé pour pouvoir améliorer nos procédures, améliorer nos méthodes, nos capacités de production et pour pouvoir nous mettre au top. Parce qu'aussi, il faut reconnaître que 30 ans, 20 ans de laisser-aller, de déshérence ont encore des séquelles assez conséquentes sur le... Je ne veux pas être très long, comme il l'a dit, c'est un sujet très passionnant. Merci. Merci, M. le ministre. En fait, M. Gerba, vous pouvez constater qu'avec votre question, vous avez un sujet de panel pour dans 2 ans. Monsieur, je vais vous demander d'être bref. La réponse a été un petit peu plus longue que prévu. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression ici, mais on a un pays de hockey. Et lorsqu'il y a un match de hockey, vers la fin, il y a l'annonceur qui dit « dernière minute de jeu dans la 3e période ». Alors, je vous demanderai d'être bref, s'il vous plaît. Donc, ma question, c'est également pour les panélistes et plus précisément pour M. Sall. Donc, moi, mon nom, c'est Paul Galiba. Je suis avec Sénéco Plus, donc qui se veut être le premier portail économique. Donc, la question, elle est très simple. D'ici 2025, le Sénégal décide d'aller à 40% dans le charbon, 26% pétrolier et juste 15% dans le renouvelable. On parle beaucoup d'énergie renouvelable. Pourquoi est-ce qu'on a juste 15% dans le renouvelable en 2025 quand on sait pertinemment que certains pays africains vont vraiment aller au maximum dans le renouvelable? Et l'exemple le plus frappant, c'est l'Éthiopie qui investit dans les parcs éoliens, la géothermie, l'énergie solaire et le grand barrage du Nil. Donc, Monsieur le ministre, vous êtes encore le dessert. Oui, je crois qu'on devrait échanger après pour qu'il y ait une mise à jour de vos informations. De toute façon, on est en train de réévaluer notre programme de production. Mais laissez-moi vous dire qu'avec la Guinée et la Mauritanie, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a d'importants projets en hydroélectricité qui devraient être le cœur de notre stratégie dans les prochaines années à venir. Également, vous avez parlé d'éolien. Nous avons un contrat d'achat d'énergie en énergie éolienne de 150 mégas. Nous avons, je vous ai dit tout à l'heure, un IPP qu'on va lancer de 50 à 100 mégas sur le solaire. Donc, oui, nous sommes un des premiers pays en Afrique à avoir mis, à part peut-être le Zaïre, avec la Mauritanie, etc., l'hydroélectricité. Et nous croyons beaucoup à l'hydroélectricité.
Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je comprends qu'il y a un monsieur qui ne veut pas poser une question, mais faire un commentaire. Même pas commentaire. En vitesse, c'est Mima Nedeljkovic, le PDG de Initiative Global Development. J'ai la session après l'Afrexim Bank sur les intérêts américains. Je vais soulever beaucoup de questions de thèmes sur le Power Africa à ce moment-là. Merci. Merci. Faciliter le programme. Merci. Mesdames et messieurs, dû aux contraintes de temps, ça termine notre panel. Je vous inviterai à applaudir chaleureusement notre panélistes qui ont fait un travail remarquable. Merci à vous tous. Bonne continuité. Merci. J'invite